Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quelque chose qui nous concerne dans notre rapport à la religion et dans notre rapport avec la science de la religion et avec cette science qu'est le fiqh, qui est une science que j'aime beaucoup, que j'enseigne depuis plus de 8 ans. J'ai commencé les études en sciences islamiques il y a 19 ans. Donc, il s'agit aussi de rendre compte un petit peu de cette expérience-là et des questions qu'on peut se poser autour de la science du fiqh, puisque aujourd'hui, euh, on entend pas mal de discours, en fait, de discours modernes, on va dire, qui nous invitent un peu à réfléchir par nous-mêmes. Euh, Chez certaines personnes, en fait, le fiqh a une conception un petit peu négative, que ce serait une conception juste un peu légaliste, formaliste de la religion, où les gens ne comprennent pas un petit peu le but des divergences, ont l'impression que de ne pas s'y retrouver. Et certains même me disent, hein, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a trop de divergences, etc. Aussi, les gens, des fois, mettre en avant un peu des fatwas qui sont choquantes pour décrédibiliser un petit peu tout le fiqh de façon globale, ce qui est une erreur, à mon sens. Donc aujourd'hui, en tant qu'enseignante de fiqh, vous vous doutez bien que, Inch'Allah, je vais essayer un petit peu de transmettre mon amour pour cette discipline et donner un peu des pistes par rapport à ça. Et c'est vrai aussi que à l'autre extrême, on voit des gens qui ne jurent un peu que par l'imitation du passé, sans prendre le contexte ou quasiment pas, et en refusant un peu tout ce qui peut être un apport de savants contemporains, malgré qu'ils ont un très bon niveau. Et donc ce soir, en fait, pour parler un petit peu de toutes ces questions, il faudrait d'abord définir le lien entre le fiqh et la spiritualité, hein, puisque certains voient en fait que dans la discipline, il y a un manque de spiritualité. Quel lien aussi entre la réflexion personnelle et les sciences islamiques classiques, hein, comme le fiqh, comment s'y retrouver avec les divergences, comment apprendre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même en France, on a différentes approches, différents programmes d'apprentissage du fiqh. Et comme j'ai pu apprendre selon ces différentes méthodes, parler aussi de cette expérience-là, et quelles visions un peu sont propagées de nos jours, que ce soit parmi les gens ou parmi même les personnes qui sont dans le milieu de la science islamique. Euh, alors pour commencer, on va faire quelques définitions. Donc, qu'est-ce que le fiqh? On va vous donner la définition qui est selon les fuqaha eux-mêmes, c'est-à-dire selon les savants du fiqh eux-mêmes, comment ils définissent le fiqh. Donc, une définition, par exemple, c'est l'ensemble des statuts juridiques et des questions légales pratiques. Donc, c'est l'ensemble, en fait, de tous les statuts sur tous les sujets, tous les chapitres de fiqh. Si vous prenez, par exemple, la définition extrêmement proche qui provient d'un livre de Usul al-Fiqh, qui s'appelle Al-Waraqat, livre très connu. وَالْفِقْهُ عِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ جَاءَ اجْتِهَادًا دُونَ حُكْمٍ قَطْعِيٍّ. Le fiqh est la connaissance de tout statut juridique qui provient de l'ijtihad et qui n'est donc pas indubitable. Donc le fiqh, ça concerne le halal, le haram, ce qu'on doit faire, comment on le doit faire, etc. Hein, pour dire de façon simplifiée, c'est pas que le halal et le haram. Et l'ijtihad, donc on a dit que ça provient de l'ijtihad. Qu'est-ce que c'est que l'ijtihad? C'est l'effort de réflexion et de déduction pour tirer les statuts juridiques à partir de leurs sources, selon des règles juridiques connues. Donc l'ijtihad, c'est quelque chose de scientifique. C'est tout un effort de réflexion que ceux qui ont atteint le degré de science nécessaire pour cela, à partir d'un certain nombre de principes méthodologiques qui allient en fait des principes linguistiques, des principes de la logique et des principes méthodologiques sur comment comprendre la Coran et la Sunna pour arriver au statut juridique, hein, pour dire telle chose est permise ou ce n'est pas permis, ou c'est recommandé ou c'est réprouvé, etc. Et dernière définition que j'aimerais donner, c'est ce qu'on appelle un dalil. On va parler aussi de ça, étudier le fiqh avec une école précise, sans forcément les dalils, ou avec plusieurs écoles finalement, et les dalils de chacun d'entre eux. On parle beaucoup de qu'est-ce que ce dalil dont on parle tant en temps que ça. Donc le dalil, qu'est-ce que c'est? Donc je vous donne une définition qui est extraite d'un livre de Usul al-Fiqh, donc un livre des fondements du fiqh, qui est écrit par plusieurs auteurs contemporains, dont Saïd el-Boutid, enfin plusieurs savants de renom. Donc, le dalil, en fait, d'un point de vue linguistique, c'est ce qui permet la découverte d'une chose de façon intelligible ou sensible,
Ça, c'est juste d'un point de vue linguistique. Et d'un point de vue technique, en fait, dans la terminologie islamique, le dalil, c'est ce qui permet, par une réflexion valide, d'aboutir à un statut juridique concernant les œuvres de façon certaine ou sur la base d'une présomption. Parce qu'en fiqh, comme il y a un ijtihad, il y a cet effort de réflexion, les arguments, avec toute cette réflexion qui a des principes scientifiques, des principes méthodologiques, soit il y a des choses qui sont, on va dire, évidentes, qui sont presque évidentes, ou soit il y a des choses qui sont, les textes en eux-mêmes, des fois, portent plusieurs sens, ou bien il y a des divergences autour de leur authenticité, est-ce qu'on les accepte ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont sur la base de présomption.